de notre société intègre les aspects liés à ce qu'on appelle la recherche et l'innovation responsable, dont on vous parlera, mais qui peut s'apparenter, pour ceux qui sont plus spécialisés sur le sujet, à tout ce qui tourne autour de la responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, dans le cadre de ce projet, donc, nous travaillons avec des partenaires européens qui sont localisés en Suède, en Norvège, en Autriche et en Espagne, et on échange sur les bonnes pratiques que l'on observe sur nos différents territoires, et également sur comment ces notions de responsabilité sociale et environnementale qu'on retraduit au niveau européen par RRI, en fait, se traduisent dans les politiques publiques, et puis après derrière sur les programmes d'accompagnement auprès, que ce soit des entreprises, des universités, de la société civile, et autres. Alors juste deux petites choses. Donc pendant la présentation, ce que je vous demande, c'est de garder votre micro éteint, ainsi que la caméra pour des questions de bande passante. Pour les questions que vous seriez amenés à poser, ce que je vous propose, c'est de passer par le chat. On va les collecter et on aura un temps d'échange qui sera après la fin des présentations. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous passions dans le vif du sujet et que nous voyons justement comment l'innovation sociale et l'innovation digitale plutôt et les valeurs sociétales se rencontrent, comment au niveau de l'Europe on approche cette problématique. Et je vais laisser la parole à Vincent Boly. Vincent Boly est professeur à l'École nationale supérieure de génie des systèmes et de l'information à l'Université de Lorraine. Il est partenaire du projet DigitRRI, et donc pendant les 10 minutes qui viennent, il va nous introduire ce sujet. La présentation sera suivie par une présentation d'Alexis Perrineau, directeur opérationnel de Materalia, qui nous fera le lien entre cette vision européenne et puis comment elle peut se déployer au niveau de notre territoire de la région Grand Est. Et puis, nous aurons par la suite 3 témoignages d'acteurs du Grand Est. Nous avons vraiment voulu que ces témoignages couvrent l'ensemble de notre région. Vanessa Amann, chargée de projet formation à Saint-Plon, va nous parler de l'école Saint-Plon et de comment justement cette école intègre des dimensions comme l'égalité de genre, comme l'inclusion dans le domaine du numérique. Tom Guénaud, qui est Fab Manager à la Bidouille à Mulhouse, donc est un Fab Lab, va justement nous expliquer quelles sont les activités du Fab Lab et le lien qu'on peut avoir avec la population. Et cette présentation sera suivie par celle de Jean-Baptiste Girardot, qui est chargé de projet R&D, qui travaille pour Axon Cable, qui est une des très très belles ETI que nous avons sur notre territoire, et qui, lui, nous présentera le Fab Lab au sein d'Axon Cable. Voilà, j'ai trop parlé, je laisse la parole maintenant à Vincent Boly, donc professeur à l'Université de Lorraine. Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Stéphanie, si tu veux juste introduire les slides. Tout le monde voit les diapos, c'est bon? Non, pour l'instant, je ne les vois pas. Alors, voilà, elles vont apparaître. Voici, elles apparaissent. Je te laisse la parole, Vincent. Parfait, merci beaucoup Jean-Jacques. Donc Vincent Boly, on va voir ensemble quelques éléments autour de la digitalisation, qui est une forme d'innovation, de choses qu'il faut mettre en place dans nos organisations, qu'on soit une entreprise, une association, une collectivité. Et donc, il y a tout un processus derrière ça. On va voir de manière un peu plus précise certains des leviers à manipuler pour faire de la digitalisation. On regardera ce que l'on peut gagner à travers ça. Et enfin, on reviendra sur des grandes dimensions éthiques portées par la communauté européenne qui nous amènent à nous poser quelques questions et qui nous amènent donc aussi à peut-être donner une inflexion à ce qu'on fait dans nos organisations. Alors, le premier point, quand on parle de digitalisation, c'est de prendre en compte toutes les dimensions
que cela recouvre. Alors, quand on veut se digitaliser, le premier point, c'est de réfléchir et de revoir les produits et les services qu'on propose. Alors ça, c'est vrai pour une entreprise qui fait de la mécanique et qui va faire de la mécatronique, mettre de l'intelligence dans un rétroviseur, une boîte aux lettres, ou bien si on est un service public, par exemple, comment laisser des gens accéder à des services de crèche, s'inscrire à des crèches à distance. Il y a aussi ensuite toute la dimension plus interne de comment je fabrique, comment je produis. Et là, on aura de très beaux exemples ce matin autour de la fabrication 3D qui peut venir en complément ou se substituer à des manières de produire. Et puis, il y a cette troisième dimension qui est plus le pilotage général de nos organisations. Alors là, on peut aller dans du hard, je dirais, avec des équipements de la technologie autour de l'IT/OT, c'est-à-dire est-ce que j'ai des capteurs sur ma ligne de production? Est-ce qu'ils sont connectés avec des logiciels de planification? Ça peut être des codes barres que je vais mettre pour suivre mes produits dans mon atelier. Mais ça peut être aussi, pour une structure de service qui fait de la formation, une connexion entre les emplois du temps et la comptabilité. Donc c'est tout ce qui est, je dirais, l'épine dorsale de l'entreprise qui peut être modifiée. Et puis, il y a toute la façon de raisonner les business models. Alors avec les collègues dernièrement, on a recensé 30 façons différentes de valoriser financièrement et sous différents aspects une activité qui est digitalisée. Donc il y a une vraie réflexion, par exemple, est-ce que je continue à vendre des services ou est-ce que je loue des produits en même temps que des services, la location, etc. Diapo suivante. Et donc, on continue, lorsque l'on fait de la digitalisation, on va aussi s'intéresser naturellement aux compétences. Il faut que le personnel, toutes les personnes impliquées aient des compétences nécessaires. Et ça veut dire, est-ce que les gens savent faire de la programmation, mais aussi est-ce qu'ils savent se servir d'un logiciel et visualiser, par exemple, des données sur un ordinateur. Ça peut être des situations très particulières. Par exemple, on a travaillé avec des pompiers. Et la question, c'est est-ce qu'un pompier qui arrive sur un site où il y a un incendie, est-il capable de trouver l'endroit où il doit intervenir grâce à un smartphone plutôt que de disposer d'un plan? Ensuite, il y a naturellement toute cette dimension culturelle. On a tous autour de nous ce qu'on appelle des geeks, des gens qui sont plus réfractaires. Donc, comment on crée une culture à l'intérieur de la structure autour de la digitalisation? Et puis enfin, il y a les deux points qui touchent le top management et les managers. Comment on va organiser la gouvernance? Par exemple, si dans votre entreprise, un client peut maintenant envoyer directement un mail à quelqu'un du personnel, comment se passe la relation hiérarchique entre ce personnel, son chef, etc. Comment tout ça se passe? Et puis enfin, il y a la question de la stratégie, par exemple de l'internationalisation. Voilà. Donc, on le voit, tout un système complexe pour lequel il faut quand même avoir une bonne vision, un bon diagnostic, savoir où on va, et donc on doit être capable d'avoir des espèces de modèles de maturité, c'est-à-dire être capable de dire que sur un point, au niveau des produits, je suis aujourd'hui capable d'étudier les choses, mais qu'il faudrait que je devienne expert, et donc mesurer sa progression grâce à des outils, et ça, c'est un des volets de notre projet Digiteri. La diapo suivante. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Ce qui est promis derrière la digitalisation et ce qui fonctionne, à certaines conditions bien sûr, c'est toute une série de gains de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dedans? En conception, souvent, on gagne du temps, on conçoit plus vite. En production, les marges d'optimisation sont plus vastes parce qu'on peut rentrer plus finement pour lever des obstacles, des contraintes qui se poseraient. Au niveau des ressources humaines, on a plus de précision dans certains éléments de suivi, mais aussi, par exemple, en formation, on peut offrir des choses beaucoup plus vastes puisque les gens ont accès à de la formation en ligne. Et puis enfin, dans la vente, on peut espérer couvrir une gamme de clients plus vaste grâce à Internet et aussi réduire ses coûts en limitant les déplacements. Ce qu'il faut savoir naturellement, c'est que derrière tout ça, il y a des changements souvent de métier. On ne gère pas les ressources humaines de la même façon lorsque l'opérateur est à côté d'un robot ou d'un cobot. Et donc, il y a toute cette modification des métiers. La diapo suivante.
Mais, alors bien évidemment, l'entreprise ne peut pas et ne va pas se digitaliser comme ça toute seule dans son coin. Elle est en interrelation avec des clients, des fournisseurs, mais aussi tout un environnement. Est-ce que les gens autour de l'entreprise sont plutôt porteurs, ils aiment tout ce qui est digitalisation ou pas? Et puis on sait par exemple que beaucoup d'entreprises n'innovent plus toutes seules, donc on est dans un contexte d'open innovation. Voilà, alors finalement, la communauté européenne, quand on se digitalise, elle nous pose 5 grandes questions, je dirais, que Alexis vous détaillera à travers le RRI. Mais en gros, la communauté européenne interpelle en disant, est-ce que dans notre société, il ne faut pas veiller à 5 points clés lorsqu'on se digitalise? Et la première question clé, c'est la mobilisation du public et des usagers. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que dans nos entreprises, grâce à la digitalisation, on va être capable de beaucoup plus prendre en compte et faire intégrer les clients et les fournisseurs, par exemple au moment où je développe un produit. Je développe un nouveau produit qui va être numérisé, digitalisé. En fait, je vais avoir besoin d'une filière de personnes en amont, des fournisseurs, en aval avec tous mes distributeurs. Est-ce que je ne peux pas les faire travailler ensemble dès le début? Si je suis dans une collectivité, est-ce que je ne peux pas mieux faire participer les citoyens, comme la ville de Nancy, par exemple, qui fait travailler des gens qui ont un handicap pour produire des services qui seront à la fois les mêmes pour des citoyens et des gens qui ont un handicap. Autre chose aussi, est-ce que la digitalisation ne peut pas stimuler les compétences, nous permettre d'accéder à plus de formations dans les entreprises, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et en même temps qu'on travaille, grâce à la digitalisation, se former, en particulier se former à la science qui évolue très vite? Le troisième point sur lequel la communauté européenne nous interpelle, c'est tout ce qui est partage de connaissances, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas en fait être plus fort si on bénéficie de connaissances qui viennent des uns et des autres. Et par exemple, on voit que beaucoup d'entreprises qui se digitalisent travaillent dans des clusters comme Materalia ou d'autres, où on a un cluster des gens qui travaillent ensemble. On a des chercheurs aussi qui partagent des données. Le quatrième point, il est plus sur l'éthique. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire? Qu'est-ce qu'on veut pour notre société? Et est-ce qu'il n'y a pas des règles morales à suivre? Et alors, bien sûr, que la grande règle morale, par exemple, c'est la protection des données personnelles et comment on exploite des données qu'on va aller capter sur différents clients, par exemple. Et puis la cinquième question, c'est des choses autour de l'égalité homme-femme. Est-ce que grâce à la digitalisation, on peut donner accès à des métiers qui étaient limités à certaines femmes et aussi à la prise de décision? Est-ce que les femmes peuvent trouver plus de place dans le top management des structures, quelles que soient ces structures, et aussi avoir une égalité salariale? Voilà, donc 5 grandes questions qui sont posées par la communauté européenne, et on voit bien, par rapport à ce qu'on a vu avant, que quand on veut se digitaliser avec toutes ces questions du produit, du business model qu'on doit adopter, on peut très bien, de manière transversale, se poser aussi la question du sens de ce qu'on fait en digitalisation à travers ces 5 questions. Voilà, donc c'est d'ailleurs le sens donc, du projet Digiteri qu'on porte ensemble, et on est donc ouvert à des collaborations pour travailler avec vous, pour aller plus loin dans ce genre de réflexion et mettre en place des méthodes efficaces. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais présenter. Merci beaucoup. Bien, merci Vincent pour cette présentation. Donc, je laisse tout de suite la parole à Alexis Perrineau, directeur opérationnel du pôle de compétitivité Materalia et également partenaire du programme Digiteri. Merci Jean-Jacques, merci Vincent pour ta présentation. Alors, ce que je vais vous présenter portera finalement sur effectivement les potentielles retombées d'une telle démarche pour notre région, mais pour notre société de manière générale. Mais avant ça, je pense que ce qui est pertinent, c'est en fait de réussir à percevoir pourquoi est-ce que la RRI existe. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'un des principaux freins était finalement de convaincre les personnes de l'intérêt de cette approche, et c'est sur ce point-là que je vais commencer. Alors, il est important de comprendre que
Aujourd'hui, la société subit plusieurs transformations, mais qui diffèrent de celles qu'on a pu connaître auparavant. Comme vous le savez tous, hein, et je vais reprendre ces thématiques-là de manière assez schématique parce que le temps me l'impose, mais les 3 premières révolutions industrielles se sont faites principalement au détriment de l'aspect social. Hein. Donc la première révolution industrielle est celle qui a causé un des premiers exodes ruraux massifs, en arrachant des familles à leur terroir. La seconde, elle a transformé l'homme en une donnée économique, en un ratio coût-rendement, où donc on a transformé finalement l'ouvrier en une ressource. On a commencé à parler de ressources humaines, on a vu apparaître les premiers syndicats, et puis avec la maxime bien connue de Taylor qui disait qu'à l'époque, un bon ouvrier fait ce qu'on lui dit et ne discute pas. Donc on était effectivement à quelques lieues de la considération sociale. La 3e révolution industrielle, c'est celle qui l'a rendu remplaçable, l'ouvrier. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé à développer finalement l'automatisation, on a commencé à générer finalement ce qu'on appelle la peur du remplacement, dont on entend encore parler aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui fait que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière parce que la révolution, qu'on appelle nous révolution industrielle, est en fait une révolution qui n'est pas uniquement industrielle, mais une révolution qui est globale. Pourquoi? Parce que comme on vient de le voir dans les 3 révolutions précédentes, l'industrie était l'élément central, c'est-à-dire que la révolution est partie effectivement de l'industrie et a fini par ensuite ruisseler sur d'autres secteurs d'activité, sur d'autres domaines, et c'est par l'industrie finalement que notre société a changé, tandis qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a affaire à une révolution qui est particulièrement transverse et qu'aujourd'hui l'industrie n'est qu'un des champs d'application des différentes transitions qui permettent cette révolution industrielle. Et donc la 4e révolution industrielle n'est pas uniquement industrielle, mais elle est globale. Et ce qui est à relever, c'est que la 4e révolution industrielle ne se fera pas malgré le social cette fois-ci, mais avec lui. Et en fait, on le remarque parce que cette révolution, elle est entraînée par des transitions majeures. Alors, il y a plusieurs façons de découper la chose, mais j'aime dire qu'il y a 5 transitions principales. Alors, on retrouve la transition technologique, hein, dont la transition en numérique, digital est une petite brique. On retrouve la transition managériale, où on a effectivement un changement d'attitude dans le rôle du management. La transition environnementale, bien sûr, je ne la décris plus. La transition économique, où on est en fait en train de passer d'un milieu économique, on va dire classique, qu'on a pu connaître, à une économie du savoir, où on se rend compte que ce qui est principalement capitalisé ou valorisé dans les entreprises, c'est plus forcément l'infrastructure et ce que l'entreprise possède, en tout cas en termes d'actifs physiques, mais plutôt des actifs intangibles, donc du savoir. Et enfin, la transition sociétale, où on se rend compte qu'on fait face à des nouvelles considérations, à des choses qui n'étaient alors pas forcément soulignées auparavant. On parle d'éthique, on parle d'équité, on parle d'égalité homme-femme. Et en fait, la prise en compte de toutes ces transitions nous amène tout doucement vers la fin du réductionnisme. Alors, le réductionnisme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une approche, on va dire, de philosophie scientifique qui vient à dire que si on a un problème, on le découpe en sous-problèmes, puis on va le découper en sous-sous-problèmes, et en résolvant finalement tous ces sous-problèmes, on a résolu le problème principal. Ce sujet-là, il est assez important parce que finalement, c'est un petit peu selon ce schéma que c'est organisé notre société. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait fonctionner un État en découpant en plusieurs ministères? Comment est-ce qu'on transfère du savoir en découpant en plusieurs matières? Comment est-ce qu'on fait fonctionner une entreprise en découpant en plusieurs silos, en plusieurs services? Et en fait, il n'est pas nécessaire de porter un jugement de valeur sur le réductionnisme, c'est ni bon ni mauvais. Simplement, il faut être conscient que notre société est majoritairement orientée dans ses décisions et dans ses actions par justement ce constat-là du réductionnisme. Pour autant, le réductionnisme n'est pas la seule solution, c'est-à-dire que ce n'est pas la seule façon de voir le monde. Je prends un exemple un petit peu ludique. Si on considère Léonard de Vinci, par exemple, est-ce que Léonard de Vinci était architecte? Est-ce qu'il était philosophe? Est-ce qu'il était scientifique? Ou est-ce que c'était un artiste? En fait, il était tout à la fois. C'est simplement qu'il n'y avait absolument pas de découpage dans son activité, et ce qui permettait de considérer en fait cette personne comme une personne travaillant sur plusieurs sujets et surtout de manière transverse, où en fait les travaux dans un des domaines alimentaient ses réflexions dans d'autres domaines. Et en fait, ce changement de paradigme, en fait, cette nouvelle perception de l'évolution de notre société, si on sort du réductionnisme, nous amène vers un décloisonnement des visions, des missions qu'on pourrait imaginer, et puis surtout de nos ambitions.
En fait, il suffit d'observer les transitions pour se rendre compte que justement, on approche de ce décloisonnement-là et on est en train de s'orienter vers la sortie du réductionnisme. Si on considère par exemple les transitions sont toutes liées, elles se supportent toutes les unes les autres. La transition environnementale, par exemple, elle ne peut pas se faire sans la transition technologique et sociétale. La transition technologique, elle doit s'appuyer sur la transition managériale et environnementale. Et en fait, on peut même, par exemple, je n'ai pas parlé de transition énergétique, mais on peut se rendre compte que certaines transitions, telles que la transition énergétique, sont simplement la résultante de plusieurs des transitions primaires que j'ai citées tout à l'heure. Par exemple, la transition énergétique, et bien finalement, c'est la somme d'une transition technologique et d'une transition écologique. Ou encore, et le meilleur exemple, je pense, c'est la transition industrielle, ce que nous appelons, en tout cas ce qu'on entend très souvent appeler industrie du futur, finalement, c'est que la somme d'une transition managériale et d'une transition sociétale et d'une transition économique, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, finalement, l'approche réductionniste ne tient plus. On entend beaucoup de chantres de l'industrie du futur nous dire que l'industrie du futur, c'est finalement l'amélioration technologique de l'entreprise, la numérisation, la digitalisation, la robotisation, etc., etc. Mais en fait, c'est absolument faux. Il n'y a rien de plus faux que ce constat-là, parce que finalement, ce constat-là ne prend que en compte la transition technologique sans prendre en compte le reste. Et donc, si on part sur ce principe-là et que on accepte le fait qu'on a besoin d'une vision et surtout d'une action transverse sur toutes ces transitions et toutes ces mutations, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? Si on illustre ça avec le cas des entreprises, on se rend compte qu'on va basculer d'une entreprise à but économique vers une entreprise à but socio-économique. Et on pourrait se demander qu'est-ce qu'on a comme degré de prospectivisme dans cette affirmation-là. Est-ce que c'est nécessairement fantasque de penser ça? Je ne pense pas, parce qu'on a déjà des exemples bien concrets de cette affirmative. On peut prendre par exemple l'index égalité homme-femme qui a été installé et qui impose aux entreprises de respecter effectivement certains quotas, ou encore plus récemment Danone qui a annoncé avoir investi 2 milliards dans sa transition écologique et sociale. Il l'a inscrit dans sa constitution, ce qui fait que Danone est devenu la toute première entreprise à mission cotée en bourse. Et donc, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte donc qu'on va passer d'un monde où aujourd'hui tout est évalué sur des indicateurs de performance économique, donc on parle de chiffre d'affaires, on parle de capitalisation boursière, de valeur, de part de marché, etc., à un monde où on sera évalué plutôt sur des indicateurs de performance socio-économique. Donc, je ne suis pas en train de ressusciter Karl Marx en disant qu'on va supprimer effectivement tout ce qui touche à la performance économique. On va bien sûr garder ces indicateurs, mais ils seront mis à mesure égale avec des nouveaux indicateurs de performance sociale, où on sera évalué sur la capacité de prôner l'égalité, l'éthique, l'éducation, et puis les autres piliers que Vincent a pu nous expliquer. Quelles conséquences pour notre économie? Plusieurs. De manière directe, ça aura un impact sur la compréhension des transitions actuelles et donc par ruissellement sur nos méthodes de travail. Ça aura ensuite par la suite une incidence directe sur l'image des entreprises et surtout son rapport à la société qui va être repensé. Et enfin, à terme, potentiellement, alors donc là ça relève bel et bien de la prospective, potentiellement de la conformité à de nouveaux critères d'évaluation qui pourraient être imposés par l'État ou par d'autres organismes, et un accès le cas échéant, à certaines bonifications s'ils sont respectés. Et en fait, la RRI, il faut l'apercevoir comme un outil au service de cette performance socio-économique au travers de plusieurs points, comme par exemple, la RRI pourra aider les entreprises à travailler sur la transparence, sur l'inclusion et la participation, sur la gouvernance, sur l'anticipation, sur la durabilité. Et donc, on se rend compte qu'on retombe sur les briques que nous détaillait Vincent juste avant, parce que ces briques-là sont finalement les fondements du croisement de toutes les transitions qu'on a pu observer et de leur application en entreprise. Donc pour résumer, la RRI, elle peut permettre aux communautés économiques de créer des liens avec la société. C'est ce qu'il faut en fait retenir de tout ce que j'ai pu dire. Ça offrira à la fois un nouveau cadre de réflexion, ça offrira une meilleure orientation pour la recherche et l'innovation, et surtout ça offrira, et donc effectivement, il faut le mentionner, ça peut potentiellement offrir de nouvelles sources de financement pour les entreprises au travers de programmes de recherche et d'innovation qui imposeront de respecter ces critères.
La RRI, pour finir, elle permet donc de s'assurer que la recherche et l'innovation s'adresse aux enjeux actuels, qu'elle est ouverte à tous les acteurs donc, dans une démarche inclusive et qu'elle permet d'être alignée avec les valeurs actuelles de notre société. Et un tout dernier point sur, fort de tous ces constats, quelles pourraient être les retombées pour notre territoire? La première retombée qu'on peut comprendre à travers ce projet, mais de manière plus générale à travers l'évolution sociétale et à travers la RRI, c'est que ce sujet permet de porter à la connaissance des acteurs de la région Grand Est les principaux enjeux socio-économiques de demain. Ça permet de faire connaître une discipline, un nouveau domaine ambitieux qui est porté par la Commission européenne, de fournir des outils qui sont nécessaires pour transformer les grandes transitions que j'ai présentées en des leviers de croissance économique et sociale, donc comme un tremplin. Ça permet à des acteurs déjà engagés dans des dynamiques responsables, comme on va le voir juste après, de s'identifier, de s'associer à cette démarche RRI. Et enfin, ça permet de convaincre de nouveaux acteurs de se lancer dans des projets d'innovation responsable et donc de faire croître cette communauté RRI et donc de lui offrir une visibilité sur le Grand Est. Et je vous remercie. Merci Alexis pour ta présentation, donc, qui nous permet d'avoir un éclairage ou comment justement la RRI impacte directement ce qui se passe dans la société. Je vous propose de passer sur la partie témoignage d'acteurs du Grand Est. Donc, nous avons souhaité, dans le cadre de ce webinaire, en fait, avoir des présentations qui sont extrêmement diverses, à la fois sur le type d'acteurs qui sont actifs sur notre territoire et sur les territoires. Vous verrez qu'en fait, nous couvrons donc ainsi l'ensemble du territoire du Grand Est, mais également avec des visions qui sont à la fois celles de l'entreprise, avec Jean-Baptiste Girardot, qui nous présentera le projet le fonctionnement plutôt du Fab Lab dans une ETI, qui est Axon Club. Tom Guénaud plutôt, qui va nous présenter la Bidouille, ou un Fab Lab avec une forte interaction sociétale. Et je vais laisser tout de suite la parole à Vanessa Amann, qui est chargée de projet formation à l'école Simplon, et qui va nous expliquer comment le numérique peut être aussi un bon vecteur d'inclusion. À titre personnel, je suis ce projet depuis le début. Je trouve cela vraiment remarquable parce qu'on parle beaucoup de numérique, on parle beaucoup de besoin de former les personnes. Et justement, Simplon va chercher les personnes là où elles sont. Et je trouve que c'est une bonne introduction justement à ce que peut apporter l'innovation de la recherche responsable sur notre territoire. Voilà, Vanessa Amann, je vous laisse le micro. Merci Jean-Jacques. Donc, je vais prendre le contrôle. Voilà. Donc, merci Jean-Jacques. Bonjour à tous. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter Simplon. Donc, Simplon est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour unique but donc de former des personnes gratuitement aux métiers en tension dans le numérique. Elle existe depuis 2003, elle est implantée partout en France, mais également dans le monde. Donc, on fabrique tout simplement nos écoles et on en a à peu près une centaine actuellement en France. On a formé déjà plus de 8000 personnes en France et à travers le monde. Alors, pour vous donner un peu une image des différents profils formés par Simplon, on a quand même majoritairement des demandeurs d'emploi. Donc, c'est vraiment notre principale cible. Donc, ce qui nous permet d'apporter une diversification des profils dans ce secteur d'activité. On n'a également aucun prérequis en termes de diplôme pour entrer dans nos formations. C'est pourquoi on a quand même quasi 50% de nos apprenants qui n'ont pas ou ont juste le bac, sachant quand même qu'on a une certaine homogénéité dans nos promotions, où on a effectivement des personnes qui ne sont pas diplômées, mais on a jusqu'au doctorant ou docteurs qui vont venir alimenter et diversifier nos profils. On a quand même une moyenne d'âge qui est aux alentours de la trentaine, mais on va recruter des jeunes comme des personnes qui seront entre 30 et 40 ans jusqu'à 50-60. Et aujourd'hui, on a 30% de femmes qui sont représentées dans nos formations et on cherche vraiment à augmenter ce chiffre parce qu'aujourd'hui, les femmes sont vraiment sous-représentées dans le secteur du numérique. Elles sont principalement représentées dans les fonctions support,
mais pour tout ce qui est développement, très très peu. On a aujourd'hui à peu près 70% de sorties positives. Donc, ce qu'on appelle sorties positives, ce sont les personnes qui, à l'issue de nos formations, vont soit trouver un emploi, soit continuer sur des formations qualifiantes. Donc, c'est quand même un super chiffre. Quand on voit qu'on a souvent des personnes qui ont été très éloignées de l'emploi depuis très longtemps, qu'on a des décrocheurs, également des jeunes étudiants qui sont éloignés depuis longtemps et qu'on va essayer de réinsérer. Et pour ça, on s'appuie sur une pédagogie qui est dite active et qui vraiment place l'apprenant au cœur de sa formation et qui le rend acteur. Et pour ça, on l'accompagne de différentes façons. Notamment, on va leur apprendre à apprendre tout seul, à s'évaluer entre eux et à transformer cette façon de travailler en une compétence qu'ils pourront mettre en avant lors de leur insertion professionnelle. Donc, nos différents dispositifs d'inclusion et d'insertion qu'on peut proposer, on a un programme WellCode qu'on applique à tous nos programmes de formation, donc qui permet à des personnes primo-arrivantes, des réfugiés, de pouvoir bénéficier, grâce à un fonds européen Asile, Migration, Intégration, de pouvoir bénéficier de cours de français de langue étrangère, d'être accompagnés dans leur insertion professionnelle en plus du programme de formation. On a des formations spécifiques pour les réfugiés sur une période de 6 semaines. On les forme aux compétences numériques fondamentales avec le passage d'une certification à l'issue de ces 6 semaines et également des cours de français. Donc avec des taux assez importants à l'issue de 75% qui permettent à ces gens de trouver un travail. Et on a un programme spécifique à destination des femmes, puisque comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, elles sont vraiment sous-représentées dans le secteur du numérique. Un des principaux freins sont les femmes elles-mêmes qui s'interdisent tout simplement de s'orienter vers ce milieu-là, parce qu'on leur a dit, et que ça fait partie de notre culture, que bien, les filières scientifiques sont plus souvent destinées aux garçons, aux hommes. Donc, elles vont déjà tout simplement, dans un premier temps, ne même pas venir vers nous. Donc là, c'est un premier lien qu'on leur permet pour ensuite les intégrer sur des formations là beaucoup plus longues. Donc aujourd'hui, Simplon dans le Grand Est, c'est 3 implantations. On est à Nancy depuis le début de l'année, à Strasbourg depuis le mois de juin et à Reims, on va démarrer là pour le mois d'octobre. Donc, comme je vous le disais, on a un programme spécial pour les femmes. Alors, pourquoi les femmes comme je vous le disais, elles sont sous-représentées. C'est vrai que ça peut faire un peu bizarre au début de se dire qu'on va mettre que des femmes ensemble. Ça risque d'être un petit peu difficile. C'est un petit peu l'idée qu'on a et que moi-même je pouvais avoir, mais bien pas du tout. Pour Strasbourg, on a eu vraiment en 3 semaines la surprise d'avoir plus d'une centaine de personnes qui ont candidaté. On a fait des entretiens en distanciel puisqu'on était là post-Covid. Ça s'est très bien passé avec 44 personnes qui ont participé à ces entretiens de sélection et on a retenu 21 apprenantes. Donc ça a été vraiment une expérience fantastique avec une cohérence dans le groupe, une entraide et vraiment, vraiment fantastique cette expérience. Donc, elles ont eu des cours de développement web avec la fabrication d'un site vitrine, des cours de maths et de programmation en Python notamment, puisque là, on l'avait orienté cette formation de préqualification vers l'IA. Donc, sur les 21 personnes qui avaient intégré ce programme, elles ont toutes été certifiées. On a eu vraiment des présentations mais fantastiques. Et vraiment, ce qui nous plaît, c'est qu'à l'issue de cette formation, eh bien, on a 9 femmes qui ont intégré notre école IA Microsoft, donc en partenariat avec Microsoft, qui a démarré lundi. Ce qui nous amène voilà, à avoir 3 programmes d'école IA qui sont présentés à Nancy, à Strasbourg et à Reims, avec 72 apprenants qui seront formés donc, à l'IA. Alors, pro-assurance. Cette formation dure 19 mois. Donc, on a 7 mois de formation intensive financée par la région Grand Est, suivie de 12 mois en alternance, que ce soit en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, sur une alternance, donc 3 semaines entreprise, 1 semaine à l'école. Alors, si
si j'arrive à continuer. Donc, les caractéristiques de cette école IA Microsoft, de ce partenariat qui a été lancé en 2018 et qui a déjà permis de former plus de 400 personnes, enfin demandeurs d'emploi, c'est comme je vous l'avais dit, de former gratuitement un public qui est vraiment éloigné de l'emploi. Alors, ce qui est spécifique à l'IA, c'est qu'on a généralement un public qui est diplômé en Bac plus 5 à Bac plus 8. Donc là, on va pouvoir faire rentrer des personnes à un niveau Bac plus 3, puisqu'on a eu le titre professionnel cet été de développeur d'intelligence artificielle de niveau 6, donc qui est le premier en France, exclusif pour Simplon, avec une formation en alternance. Donc ça aussi, c'est une force de pouvoir intégrer ces 12 mois avant de partir dans le milieu professionnel, et toujours sans prérequis de diplôme pour intégrer cette formation. Et donc, alors, est-ce qu'on n'a pas zappé une slide? Oui. Donc, alors, attendez, j'ai un souci avec mon... Voilà. Cette formation est rendue possible puisqu'elle est associée au plan IA Grand Est. Donc là, Jean-Jacques ou Stéphanie pourront un peu plus vous en parler pour développer donc les compétences en intelligence artificielle sur le territoire. On a vraiment à cœur de faire participer les entreprises de la région, que ce soit au niveau du sourcing donc de nos apprenants, donc ce qui était le cas par exemple pour l'école IA, mais également de les faire collaborer avec nous autour de projets sur lesquels les apprenants vont pouvoir travailler tout au long de leur formation, et également en leur permettant à ces entreprises de pouvoir témoigner des métiers qu'ils proposent, et puis des différents postes aussi qui sont ouverts à toutes ces personnes dans cet univers. Actuellement, à Nancy, on a démarré la phase d'alternance et on est très content parce que sur les 20 apprenants, on en a aujourd'hui 19 qui sont placés, et le dernier qui, a priori, va signer son contrat d'ici la fin de la semaine. On a 6 personnes qui sont intégrées au CHRU de Nancy, donc qui travaillent sur un projet de santé. On a 4 apprenants qui travaillent dans le milieu de la banque, 6 sur des startups et 2 dans des ESN. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le panel des entreprises ou qui ont pris des apprenants et qui sont extrêmement satisfaits aujourd'hui de cette collaboration avec nous et nous de même. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je passe la parole. Merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Je laisse sans plus tarder donc la parole à Tom Guénaud, qui est Fund Manager pour la Bidouille à à Mulhouse. Je suis désolé. À Mulhouse, c'est ça. Donc je prends le contrôle du diaporama. Parfait. Donc bonjour, je m'appelle Tom Guénaud et je suis effectivement le Fund Manager de la Bidouille à Mulhouse. Donc je vous remercie de me laisser témoigner à ce webinaire. La Bidouille existe depuis le début de l'année, donc c'est un espace de travail qui est physique et numérique. Et c'est un atelier collaboratif dédié à l'accessibilité et au handicap qui a donc 4 objectifs principaux. C'est développer ou mettre en avant des solutions d'aide technique ou numérique pour favoriser l'autonomie. C'est former les utilisateurs à l'utilisation des technologies du numérique. C'est leur donner l'accès via des prêts ou de la location à des outils pour permettre de réaliser eux-mêmes leurs projets, comme des outils numériques ou des outils plus formels ou même simplement des méthodologies. Et on essaye aussi de répertorier des solutions innovantes de fabricants et peut-être même leur proposer des axes d'amélioration en fonction de leurs usages, comme ce que disait tout à l'heure Vincent Boly, le fait la ville de Nancy. Donc le Fab Lab, il est porté par le groupe associatif Famille Solidaire, qui est spécialisé dans le développement d'habitats inclusifs. Les habitats inclusifs, c'est des colocations ou c'est des habitats partagés pour des personnes qui sont vulnérables en raison de leur âge, de la maladie ou du handicap. Donc, pour expliquer ce qu'on fait au Fab Lab, je vais d'abord vous expliquer les activités de Famille Solidaire. On fait des conceptions d'habitats qui sont plutôt à taille humaine. J'entends par là que c'est des habitats qui sont conçus pour 6 à 10 personnes et pas 20 personnes comme des centres spécialisés pourraient le faire. Et on essaye d'adapter les habitats à des profils qui sont ciblés de personnes vulnérables, ça peut être par exemple des personnes atteintes d'Alzheimer, des personnes qui ont un autisme, qui sont des PMR ou des jeunes cérébralisés à la suite d'un
Mais l'adaptation des habitats, elle se fait par l'architecture, par l'organisation du paquet de services locatifs associés. Donc, ça peut être la détection de chute dans le cas de personnes âgées, c'est des services d'animation, des services d'assistance, et on passe aussi par l'ameublement et la domotique de l'habitat, ce qui aujourd'hui a de nombreux points forts, en tout cas pour ces habitats spécialisés. On fait aussi de l'accompagnement de porteurs de projets, donc on conseille sur des solutions adaptées à leurs besoins en fonction des troubles, des typologies de troubles qu'ils souhaitent accompagner dans leurs habitats. Et on les accompagne sur le développement de la gestion locative, de la gestion juridique de l'habitat, etc. Donc finalement, on a un rôle à la fois de conseiller et aussi de prescripteur, puisqu'on essaye d'être toujours en quête d'innovation qui peuvent être pertinentes à implanter dans les habitats parce que ça peut apporter une aide à la domotique, à l'autonomie. Donc avec le Fab Lab, on s'occupe de la partie conseil en faisant de la formation au numérique. On se rend compte au regard déjà de tout ce qui a été dit avant que si les technologies et les moyens avancent, ce n'est pas forcément acquis pour tout le monde. L'accès au réseau, par exemple, est encore inégal. Et même si le territoire est de mieux en mieux couvert, puisqu'on peut prendre l'exemple de personnes âgées qui habitent dans des endroits où on a déjà Internet, mais qui n'ont pas de box Internet chez elles. Et en fait, ce n'est pas parce qu'elles n'en ont pas besoin, mais simplement parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'Internet peut leur apporter. Elles vont même être réfractaires à l'idée d'utiliser des technologies parce qu'elles pensent que c'est trop compliqué, que c'est des contraintes, etc. Donc, en fait, il va y avoir un écart entre certaines solutions numériques qui existent et les cibles, les utilisateurs. Et ce n'est pas parce que la solution n'est pas accessible financièrement ou technologiquement, c'est simplement parce que les utilisateurs, ils n'ont pas les connaissances ni les compétences pour l'utiliser, ou même simplement qu'ils ne veulent pas utiliser la solution à cause d'a priori. Et en ça, la sensibilisation, elle est vraiment importante du côté des utilisateurs comme du côté des développeurs, dont la manière dont ils vont communiquer leurs solutions à ces personnes-là. Donc, dans le monde du handicap, l'écart, il est d'autant plus vrai que la plupart des interfaces qu'on rencontre, elles ne sont pas forcément pensées pour un public spécifique, c'est plutôt souvent très standard puisqu'on se base sur des études de marché qui correspondent au grand public. Et donc, on a très souvent tendance à oublier les problématiques d'usage des minorités. Par exemple, utiliser Google Home ou Alexa Assistant, c'est difficile, voire impossible pour un bègue ou quelqu'un qui est sourd-muet. Alors, si un fabricant présente des lumières qui se pilotent uniquement à la voix, on est dans une situation qui, complètement involontairement, va quand même être discriminatoire. Donc, on veut idéalement sensibiliser les fabricants à ces problématiques et répertorier tous les produits et les outils qui ont la qualité de s'adapter à des usages spécifiques et qui vont favoriser l'inclusion. Donc, pour nous, les bénéfices de ce qu'on fait au Fab Lab, avec le prêt de matériel et surtout avec les formations, c'est un moyen de rendre notre public autonome sur la gestion des équipements, tels que la domotique qu'on met de plus en plus en place dans nos habitats, et donc de dynamiser leurs usages. Ça permet, au sens large du numérique, en fait, d'identifier des problématiques, d'échanger plus rapidement sur ces problématiques ou sur des idées que certaines personnes pourraient avoir localement et qui pourraient profiter à tous. Ça permet aussi de limiter les interventions de techniciens parce que les habitants sont susceptibles maintenant de réaliser une grande partie de leur maintenance eux-mêmes et on sensibilise aussi les bailleurs sociaux et les fabricants pour qu'ils puissent donner accès aux possibilités de maintenance du grand public, c'est-à-dire faire des solutions simplement qui sont utilisables assez facilement pour que les personnes puissent les approprier sans l'aide d'un technicien. Pour ce qui concerne les besoins d'habitat et les usages, on s'intéresse aussi de plus en plus au numérique et à la domotique, car dans le cas d'une personne qui a des troubles cognitifs, ça apporte une assistance énorme. Pour les troubles de la mémoire ou du comportement, par exemple, là où un aidant est constamment sollicité parce qu'il va devoir tout le temps suivre le quotidien de la personne qui l'accompagne, le numérique, ça nous permet de prendre le relais sur des tâches qui sont très répétitives, comme la gestion de l'agenda, la gestion de la maison, et en plus, en sensibilisant nos habitants au fonctionnement du numérique, du partage de données, de l'IoT, on augmente l'acceptation de cette maison connectée et on peut mettre en place des routines passives pour le suivi de l'actimétrie, comme ce que je vous ai mis sur le slide. En fait, c'est simplement collecter, par exemple, le nombre de fois qu'une lumière va être allumée dans un habitat
et ça permet de donner des informations pertinentes sur la maison, mais même sur l'état de santé d'un habitant. Mais pour pouvoir le mettre en place, il faut que l'habitant comprenne le fonctionnement du système et il faut qu'il l'accepte. Et enfin, le bénéfice indirect de la numérisation, c'est qu'avec la vulgarisation de ces technologies, on a de plus en plus d'utilisateurs qui sont capables de comprendre leurs besoins et de s'appuyer sur une communauté pour essayer de trouver des solutions. Et si les solutions n'existent pas, on arrive assez facilement à faire émerger des besoins en avance de phase parce que les personnes vont pouvoir discuter, vont pouvoir parler de ces besoins et ça nous permet de réfléchir à des solutions pour favoriser l'autonomie et voire même parfois de donner naissance à des innovations sur des produits. Les enjeux de la numérisation, pour nous, je pense qu'en fait, c'est les mêmes que pour tout le monde, mais qui sont exprimés de façon bien spécifique. C'est l'adaptation des interfaces, donc c'est avoir un produit qui soit, ou un produit, un site internet, enfin quelque chose qui permette l'accès à tous, mais ce n'est pas forcément l'accès dans le sens où il faut avoir du réseau et il faut avoir un ordinateur. Si on part du principe que tout le monde a du réseau et un ordinateur, on aura encore le problème des troubles cognitifs, de la barrière de l'âge et des personnes qui sont réfractaires aux technologies. Les inégalités, ça reste un problème sur lequel on essaye de travailler aussi. Et après, les limites les plus importantes, c'est la sécurité des données, les limites éthiques sur ce qu'on a le droit de faire ou non. Tout à l'heure, je parlais de la porte. Est-ce que est-ce que tout le monde a envie de savoir combien de fois il rentre et il sort de chez lui et que ces données soient diffusées sur un réseau? Et enfin, c'est les limites de responsabilité de la technologie. C'est en fait, à chaque fois qu'on comment dire ça, on accorde une confiance à un système pour réaliser une tâche, et s'il fait défaut, on va forcément avoir envie d'attaquer le fabricant du système, celui qui l'a développé. Donc, dans le cas d'un système de détection de chute, il faut toujours être à cheval sur les conditions d'utilisation et sur l'aspect juridique, parce que même en essayant d'aller de l'avant et d'inventer des nouvelles solutions, la technologie, ça vient, enfin, la technologie et le numérique viennent forcément d'un développement humain, et c'est donc jamais infaillible, et je pense que c'est des points sur lesquels il faut qu'on travaille encore et encore. Ce sera tout pour moi. Merci Tom pour cette présentation. Quand on parle de cette problématique d'éthique et de digitalisation, on parle souvent de ce qu'on appelle la quadruple X, c'est-à-dire des liens qu'on peut avoir entre la société civile, les entreprises, les laboratoires, les territoires. Et je vais laisser la parole tout de suite à Jean-Baptiste Girardot, donc chargé de projet R&D pour Axon Cable, qui va nous parler justement des activités d'un Fab Lab dans une ETI. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Girardot. Je crois qu'on arrive sur les slides, et voilà. Et donc, on va passer de Mulhouse à l'ouest de la région Grand Est, à Montmirail. Je vous laisse la parole. Ah, il semble qu'on a perdu Monsieur Girardot. Monsieur Girardot. En fait, il est là, mais il a juste éteint son micro. Il faut juste qu'il le rallume. D'accord, ok, parfait. Je lui ai envoyé un mail en parallèle. Peut-être en attendant qu'il nous rejoigne, nous avions une question. Stéphane Bissot, de la société Mecasem, qui demandait, je pense que c'est plutôt pour Vanessa Amann, s'il existait des formations pour les décrocheurs sur la partie Alsace de la région. Alors, plus spécifiquement décrocheurs, non. Par contre, on essaye de voir pour mettre en place peut-être des partenariats avec les services des universités, puis des écoles, pour justement aller les chercher, ces décrocheurs, et pouvoir leur proposer d'intégrer nos programmes de formation. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire juste des programmes pour eux, mais plutôt de les intégrer sur
sur des formations où il y aura d'autres profils, parce que ça, c'est aussi important pour eux d'être au contact d'autres profils, et c'est cette richesse-là qui vient aussi apporter beaucoup de choses aux différentes personnes sur la durée de la formation. Très bien, merci. C'est une réponse qui est très claire. Donc voilà, nous attendons toujours Monsieur Gérardo, qui a sans doute fermé son micro. Je suis désolé, on a un petit souci technique sur cette partie, sur cette fin de présentation. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas dans le chat à les poser. Alors oui, vous aurez accès aux diapositives. Oui, on va les envoyer bien évidemment, et j'en profite pour également vous inviter, puisque cet événement, en fait, ce webinaire est que le premier d'une série, puisqu'on va le déployer, et on aura une seconde, en tout cas, on aura une seconde présentation qui se fera pendant le salon BIEST, le 17 et 18 novembre prochain, où on aura l'occasion de pouvoir rencontrer les autres partenaires étrangers du projet, nos partenaires qui sont en Autriche autour de la région de la Styrie, donc au sud de l'Autriche, et puis à Vienne avec l'Institut autrichien de technologie, et également nos partenaires en Suède et en Norvège qui sont issus d'une région qui est à la frontière suédo-norvégienne qui s'appelle le Värmland, voilà, et qui donc avec le Grand Est sont les 3 territoires d'expérimentation dans le cadre de ce projet. Donc, bien évidemment, vous serez invité à ces présentations et à ces temps d'échange avec les partenaires européens du projet. Et bien évidemment, nous serons présents avec l'Université de Lorraine et Materalia, qui sont nos 2 autres partenaires dans le cadre de ce projet pour la région Grand Est. Donc voilà, on n'a toujours pas de connexion avec M. Girardot, donc je pense, voilà, donc on l'appelle, mais c'est une coupure. Je suis désolé pour le souci technique. Peut-être vous parler, je pense que ça va le faire venir, mais on va vous parler d'Axon Cable. Donc Axon Cable, comme je vous le disais, c'est vraiment une des très très belles ETI de notre territoire qui est localisée à Montmirail, dans le 51, qui est dirigé par M. Puzzo, qui est un chef d'entreprise très emblématique de notre région, qui est très ancré sur le territoire, qui est très ouvert sur les questions d'innovation, et depuis déjà un petit moment, qui fait travailler sur ses équipes sur le concept de Fab Lab, puisque justement l'idée c'est de pouvoir générer un maximum d'innovation au sein de la société et de pouvoir derrière les transformer en produits et en services qui permettront à l'entreprise de rester compétitive, puisque c'est quand même une activité sur tout ce qui est câble, qui est extrêmement compétitif, sur lequel il y a de gros enjeux de concurrence avec des acteurs qui sont en Europe d'ailleurs ou en Asie. Et donc justement l'idée c'était de présenter cette problématique du Fab Lab Café. Alors il vient d'envoyer un message disant que il a un problème d'ordinateur et que son PC était bloqué. Voilà, donc il va redémarrer son PC. Je pense qu'il va arriver dans quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas. Donc on a parlé des décrocheurs, les diapositives. Oui, vous aurez les jeux de slides. Ça a été dit. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Est-ce que Vincent ou Alexis, vous auriez quelque chose à rajouter ? Oui, éventuellement, Vincent Boly, ce qu'on peut rajouter, c'est que dans l'idée de Digiteri, il y a vraiment cette idée de réseau d'acteurs de terrain qui travaillent tous ensemble autour des entreprises et des structures. Et donc, il ne faudra pas hésiter, après le webinaire, à revenir vers nous
parce que dans les mois, voire même les années à venir, puisque Digitery est un projet sur le moyen terme, on aura l'occasion certainement de travailler avec les uns et les autres pour développer les activités de digitalisation, ce que vous faites vous mettre en relation avec d'autres acteurs et pouvoir donc essayer d'accroître la valeur ajoutée des projets des uns et des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui sera possible. Donc il ne faudra pas hésiter à nous recontacter. Et on est capable de se mobiliser les uns et les autres, donc depuis des acteurs économiques jusqu'à des acteurs académiques, pour travailler avec vous sur tous ces aspects-là. Hein. Alors, c'est pour aller plus loin, Vincent, en effet, dans ces présentations, hein, le message qu'on voudrait passer, c'est que toutes ces problématiques sont des problématiques d'éthique, des problématiques d'inclusion, des problématiques d'accès à la donnée, sont de politiques qu'on retrouve dans les politiques européennes et on les retrouve au niveau des politiques nationales et régionales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques publiques d'accompagnement à la digitalisation prennent en compte ces aspects, ce qui veut dire que lorsqu'on va parler de programmes de financement, que ce soit pour des financements régionaux, nationaux, européens, ben ces dimensions, ça sera bien de pouvoir les intégrer. Donc déjà d'être au courant de ce que c'est, et de ce que ça recouvre et de comment ça peut impacter le monde du numérique, je pense que c'est déjà une première chose. On voit que dans les prochains programmes européens, hein, si je parle par exemple Horizon Europe, on va avoir des liens qui vont se faire avec ces notions d'éthique et autres, donc il faut les prendre en compte. Alors on a une question. Alors Patrick Martin, donc oui, Patrick, en fait, la commission soutient Digitery au travers d'Horizon 2020. Donc sur une activité en fait qui est une activité qui a la liaison entre en fait les sciences sociales et humaines et puis les sciences plus dures comme les technologies de l'information. Donc on est soutenu par Horizon 2020, mais bien évidemment ces activités peuvent avoir un lien avec d'autres grands programmes européens que vous connaissez bien, que sont les communautés d'innovation et de la connaissance, les fameuses KIC, hein, que ce soit digital, mais également sur la partie manufacturing. Mais je pense que, M. Martin, on pourra en rediscuter. Voilà, donc Monsieur Girardot nous a rejoint. Voilà, donc il rentre dans la salle virtuelle. Il est parmi nous. Voilà, et je vous laisse la parole, Monsieur Girardot. Ah, désolé tout le monde, hein, ça y est, je suis revenu, j'ai eu un gros pépin informatique. Questions-réponses, donc très bien. Je vous laisse la parole. Donc voilà, oui, mais encore désolé. Hein, donc je suis Jean-Baptiste Girardot et je travaille chez Axon Cable. Je vais reprendre la main pour prendre le contrôle du diaporama. Je vais vous faire une petite présentation par rapport à un Fab Lab. Juste avant, vous avez une petite présentation par rapport à un Fab Lab à l'extérieur, dans une société. Là, ce que je peux vous présenter, c'est une présentation du Fab Lab, mais cette fois-ci dans l'entreprise, en fait. Alors, est-ce que je peux passer la diapo suivante ? Voilà. Donc le Fab Lab, en fait, c'est une abréviation, l'abréviation de laboratoire de fabrication. C'est apparu à la fin des années 90, hein, de l'autre côté de l'océan. Pour nous, dans l'entreprise Axon, ce qu'on a voulu faire, c'est créer en interne un espace dédié. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été lancé à l'époque, j'étais secrétaire du CE, entre la partie du comité d'entreprise et la partie direction de l'entreprise. Ça s'est inscrit dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ce qu'on a voulu faire surtout, c'était booster l'innovation de tous. Voilà. Donc pour ça, on s'est lancé sur cette idée-là. Le planning, il a été assez court, hein. En quelques mois seulement, on est passé de notre idée à réellement notre lancement du Fab Lab en interne. Donc on a appelé ça le Fab Lab Café. Voilà. Comme une salle de pause, sauf qu'à l'intérieur, on allait y retrouver des choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans des salles de pause et essayer de mixer justement ces deux fonctions, salle de pause et en même temps salle de travail. Voilà. Donc le rôle du Fab Lab Café dans l'entreprise, il a un rôle, avant tout effectivement un rôle social et surtout doper et booster l'inventivité de tous. Voilà.
ce qu'on a voulu faire aussi, et ce qui était important pour nous, c'était de donner l'accès aux salariés aux outils numériques. Voilà. Et ce qu'on a voulu faire également, c'était de mutualiser les ressources au niveau des connaissances, au niveau des formations, au niveau du savoir-faire, au niveau des machines, essayer de créer un lieu justement où on allait retrouver ces diverses ressources et de pouvoir les partager. Au niveau du fonctionnement, le fonctionnement il se fait en interne à l'entreprise. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est que c'est les salariés qui font eux-mêmes qui font vivre le Fab Lab. Pour ça, on s'appuie sur des choses très simples. Hein. On a regardé ce qui se passait à l'extérieur au niveau des Fab Labs. Et nous, comme les autres, on a créé une charte, on a créé des plannings pour pouvoir créer ce fonctionnement. Et surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est ne pas y mettre en place de chef, ne pas y mettre en place de management et ne pas y mettre en place de Fab Manager. Donc pour ça, on s'est appuyé sur un noyau dur. Voilà, une petite équipe et une communauté qui gravitait autour. La philosophie du Fab Lab, surtout, c'est innover, apprendre, partager, créer et rencontrer les gens. Voilà. Au niveau du fonctionnement, toujours, en fait, il est ouvert en dehors du temps de travail si vous avez des choses personnelles à faire. Et par contre, vous pouvez venir au Fab Lab durant les heures de travail si vous avez des choses professionnelles à y faire. Voilà. Donc c'est gratuit pour les salariés. On y donne également l'accès aux conjoints et aux enfants. Et c'est complètement basé sur le volontariat. Donc la primo-communauté, au départ, c'était à peu près 20 personnes à l'époque, en 2014. Et il en reste aujourd'hui 5-6. Et puis ensuite, d'autres utilisateurs gravitent autour de son fonctionnement. Le développement du Fab Lab chez nous, il s'est opéré en 3 épisodes différents, 2014, 2016, 2020. Voilà. En 2014, c'était vraiment le début. On a récupéré un local et puis on a créé une charte, on a créé un logo, on a mis en place des plannings, on a mis en place un petit site internet. Tout ça en le faisant en externe, presque quasiment. C'est seulement après qu'on est revenu vers l'informatique de l'entreprise, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve dans notre Fab Lab? On y trouvera bien sûr des ordinateurs, voilà, avec des connexions Internet, des machines, voilà, des machines d'impression 3D, des machines laser, des machines de découpe, des machines numériques. Voilà. Surtout, donner l'accès aux salariés à ces outils-là. On y retrouve également un peu d'électronique. Et surtout, ce qu'on va retrouver, et ce qui est important de retrouver dans un Fab Lab, c'est retrouver des idées, et c'est retrouver de l'imagination, et trouver des gens, des makers, capables justement de nous aider ou de développer ces idées-là et cette imagination. Donc voilà, on a démarré, on était comme ça sur les photos d'époque à l'intérieur, avec un peu de machine, avec un peu de matériel, et en plus du matériel qu'on avait récupéré en interne. Voilà. Le deuxième épisode en 2016, là j'étais retourné voir Monsieur Puzo en lui disant il me faut un chèque. On va acheter ce type de machine-là. Donc, on a acheté la machine laser, on l'a mis en place dans le Fab Lab, et puis on a commencé avec cette machine-là à donner un second souffle au Fab Lab, et on s'est dit, tiens, on va utiliser le Fab Lab comme outil de formation interne. Donc, on a utilisé ce local-là, et on a créé 2 modules de formation qui ont été intégrés au plan de formation Axon. Donc l'initiation à la gravure et à la découpe laser, et également découvrir l'impression 3D. Des machines qui étaient présentes au Fab Lab et des machines qui devaient être accessibles à tous. Voilà. Et ensuite, par rapport à ce qu'on a fait vis-à-vis des salariés, on l'a développé également vis-à-vis de certains élèves de 3e, à peu près 60 élèves par an, qui viennent sur une semaine dans l'entreprise et qui participent à des modules. Voilà. On a appelé ça classe 4.0. Voilà. Une autre façon d'enseigner aux élèves ce qu'on peut faire dans l'entreprise. Donc voilà différentes photos, différents exemples de ce module de formation classe 4.0 sur la gravure et la découpe laser. La même chose sur l'impression 3D. Le 3e épisode, c'est celui qui a démarré là cette année,
malgré le confinement. Ce qu'on a voulu faire, c'est réaménager notre Fab Lab. Donc j'étais retourné voir Monsieur Puteaux en leur demandant un peu de sous, et je lui ai dit, voilà, il nous faut de nouvelles machines, et on s'était tous mis d'accord pour acheter des machines un peu différentes de ce qu'on y trouvait actuellement. Donc maintenant, on a d'autres types de machines, toujours de l'impression 3D, mais même d'autres types de machines qui ont été développées il y a vraiment plusieurs années. Hein. Vous voyez, en plein milieu, là, ça, c'est une machine à coudre. Certains savent l'utiliser, d'autres pas du tout. Justement, le but du Fab Lab, c'est de venir, d'apprendre et d'utiliser ces machines-là. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Il a été réaménagé, rebougé en fonction de l'implantation des machines. Une chose qui est également importante à souligner aujourd'hui, vis-à-vis de l'utilisation du Fab Lab qu'a fait Axon, à 75%, ce sont des femmes qui viennent utiliser les outils qui sont dans le Fab Lab. Voilà. Pourquoi les femmes? Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont assez intéressés par tout ce qui est loisirs créatifs. Voilà. Et les outils qui sont ici au Fab Lab permettent justement de développer cette créativité. Alors, pour résumer l'esprit des Fab Labs et l'esprit de notre Fab Lab Café, juste une phrase, c'est que l'imagination, elle est plus importante que le savoir. Voilà. C'est pas moi qui ai créé cette phrase-là, hein. C'est une phrase qui avait été dite par Monsieur Einstein il y a plusieurs années déjà. Voilà. Je vous remercie à tous et encore désolé, j'ai essayé de respecter le timing, encore désolé pour la coupure informatique. Ben merci pour cette présentation, je trouve très très claire. Et oui, c'est intéressant de voir justement comment dans une entreprise ça se passe. Je pense que vous avez aussi la chance d'avoir un patron qui est assez exceptionnel, qui est très très ouvert sur ces problématiques. On a deux questions qui nous ont été posées. Alors une qui vous concerne, puisque en fait c'est une autre entreprise qui pose la question et qui vous dit mais quel type d'imprimante 3D vous avez installé? Quels sont les modèles d'imprimante 3D que vous avez installés? Ça, c'est la première question. Et la seconde question qui vous est également destinée, qui est: est-ce que vous aidez les porteurs de projets innovants à trouver des sources de financement? Cela reste malgré tout le premier frein qui empêche les jeunes de se lancer. Voilà. Donc, première question pour vous. La deuxième, je pense, est plus générique. Oui, je vais surtout répondre à la première. Alors, à la première et à la troisième, là, je vois une question apparaître par rapport au nombre de salariés. Nous, dans la Marne, le siège social, il est vraiment à Montmirail. On est à peu près 850 salariés dispatchés dans la Marne. Voilà. Essentiellement dans le sud-ouest de la Marne, hein, autour de Montmirail. Voilà. Ensuite, au niveau des machines d'impression 3D qui ont été installées au Fab Lab, il y a une chose aussi importante à savoir, c'est qu'un Fab Lab, c'est pas forcément des machines d'impression 3D, d'accord? Il faut vraiment retirer l'esprit des gens, cette relation entre Fab Lab, on va forcément y trouver des machines d'impression 3D, oui, mais pas que des machines d'impression 3D. Nous, dans un premier temps, au Fab Lab, on a utilisé des machines qui étaient en interne dans l'entreprise, dans différents services, qui étaient des machines de la marque MakerBot. Voilà. Ensuite, ces machines ont été retirées parce que pour des questions de vétusté et d'utilisation hein, assez importantes. Donc, on avait besoin de plus de fiabilité sur nos machines. On a acheté des machines d'autres fabricants. On avait acheté des machines du fabricant Ultimaker et surtout, dernièrement, là, depuis 2-3 ans, on achète des machines de chez 3D Volumique. Voilà. Pourquoi? Parce que la fiabilité de ces machines-là, elle est assez importante. 3D Volumique, c'est également une entreprise française et ce sont des machines au niveau rapport qualité-prix qui nous ont paru à l'époque très intéressantes et aujourd'hui, c'est des machines voilà, qui sont utilisées dans l'entreprise, qui sont utilisées au Fab Lab, mais également dans notre module de formation sur la découverte de l'impression 3D. Donc, quelqu'un qui va venir au Fab Lab va trouver cette marque de machine. Ensuite, si elle suit le module de formation dans l'entreprise, elle va retrouver également ce même type de machine. Et enfin, dans l'usine, dans les bureaux, on retrouve également ce type de machine 3D Volumique. Voilà.
Pour répondre à la seconde question sur les questions de financement, alors elle est assez vaste, hein, puisque du côté étudiant, on a l'accès à un certain nombre de Fab Labs. Hein, je pense que Vincent, tu pourrais compléter. On a également tous les dispositifs d'accompagnement au niveau des universités. Je pense au programme Pépite notamment. On peut imaginer aussi l'accès aux incubateurs. Avec des jeunes qui vont aller vers la création d'entreprises. Hein. Donc, il y a en région un certain nombre de dispositifs qui sont en place. Je pense qu'on pourrait passer des heures à les décrire. Moi, ce que je vous suggère, c'est que vous puissiez nous contacter après la fin de cette réunion, de manière à ce qu'on puisse discuter du type de projet que vous avez et derrière voir un peu vers qui vous orienter pour trouver une solution. Mais je vous rejoins, hein, les questions du financement, c'est un frein qui peut empêcher les jeunes de se lancer. Mais à nous de voir avec vous un peu vers qui on peut vous orienter pour trouver justement une solution. Alors, je vais reprendre la parole par rapport à cette question. Nous, notre Fab Lab Café, il n'est pas à destination des gens de l'extérieur. Il est plutôt à usage interne. Par contre, dans la charte de notre Fab Lab, avec la direction, on a également établi une règle qui dit que si quelqu'un nous sollicite, malgré le fait qu'on ne fasse pas de publicité à l'extérieur, si quelqu'un nous sollicite, on peut regarder vraiment l'idée et voir si on décide ou pas de passer un peu de temps avec cette personne-là. Mais par contre, le Fab Lab Café Axon, il n'a pas pour intérêt d'aller marcher sur les plates-bandes d'autres Fab Labs. Voilà. Il existe d'autres Fab Labs dans tout le secteur, dans toute la région. Et voilà, il y en a certains qui sont privés, il y en a certains qui sont dans les entreprises, il y en a d'autres qui sont mis en place par des municipalités. Et à ce moment-là, voilà, ils ont chacun leur mode de fonctionnement. Et nous, on n'est pas complètement fermés, mais moi, j'orienterais plutôt la question vers d'autres Fab Labs qui sont un peu plus ouverts pour développer ces premières idées. Ah, alors on a perdu Jean-Jacques qui a mis son micro. Alors oui, je réponds donc à la dernière question qui est posée par Philippe Fraunhofer, que l'on connaît bien puisqu'il est manager d'un programme européen Interreg dans l'espace du Rhin supérieur qui s'appelle Upper Rhine 4.0 et qui nous pose la question: avez-vous des échanges avec des Fab Labs ou des partenaires à l'étranger dans le cadre de ce projet européen? La réponse est oui, sur tout au moins 2 régions que sont la Styrie et puis le Värmland. Et bien évidemment, on est intéressé par des éclairages sur ce qui se passe sur d'autres espaces qui nous sont plus proches, que sont le Bade-Wurtemberg et le nord de la Suisse. Et je pense que ça sera l'occasion également de pouvoir échanger avec Philippe, peut-être lors du prochain salon Biest au mois de novembre à Mulhouse. Et puis, je prends la dernière question parce qu'il est déjà 12h15, donc on va vous laisser déjeuner. Qui parle, est-ce qu'il manque quelque chose sur des petites bourses pour des phases exploratoires? Alors, au niveau des entreprises, et en particulier pour les entreprises qui n'ont pas l'habitude de s'engager dans des programmes d'innovation, oui, il existe des mécanismes, notamment la BPI, qui est un système en fait de mini-bourse qui permet d'engager une démarche d'innovation. Et également au niveau de la région, pour les personnes qui sont dans des processus de création d'entreprise et qui s'intègrent dans des programmes d'accompagnement de type incubateur, il y a des possibilités de pouvoir aider financièrement sur des phases qui sont encore relativement amont. Voilà, ça me permet de clôturer ce webinaire. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont fait l'amitié d'y participer. Également, vous remercier toutes et tous pour le temps que vous avez consacré sur ce sujet qui est un sujet qui n'est pas anodin et qui de plus en plus va être prégnant dans nos problématiques d'innovation dans le domaine du digital. Je vous donne rendez-vous le 17 et 18 novembre prochain sur le salon Biest à Mulhouse.
Évidemment, vous serez informés par les premiers, puisque nous avons la joie d'avoir vos coordonnées, sur l'organisation d'une table ronde sur ce sujet avec nos partenaires étrangers. Voilà. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.